Bonjour. Jamel Bali, au cœur des Amériques, de l'Alaska à Ushuaia, 24 000 km en courant. Je quitte Anchorage, direction Ushuaia, en Patagonie, sacerdoce d'une vie de voyage. Quête intarissable, ma devise, partir, et surtout ne jamais arriver. Il neige, une adolescente se défenestre, un alcoolique est tué par la police. Réponse balistique aux problèmes posés à la société. L'Amérique, aimez-la ou déguerpissez, dit la brochure. Dans mon univers, la vie est action. La route a donné un sens à ma vie. Avancer pour le simple plaisir d'avancer, en route vers un monde de vérités différentes des miennes. Il va me falloir adapter ma perception de la vie. La course à pied est le véhicule de l'immanence, car intégré à l'être humain. J'ai fait à pied une longue odyssée des religions aux villes saintes du monde, Lourdes, Rome, la grotte en Turquie d'Abraham, le Sinaï et le mont Moïse, où il reçut des tables de la loi. J'ai dormi dans le tombeau du Christ à Jérusalem, tourné autour de la Kaaba à la Mecque, baigné dans le Gange à Bénarès, connu des moines au Tibet. J'ai découvert que tout ce que nous savons ne concerne que le modèle d'univers que nous avons construit dans notre tête. J'ai appris à écouter ceux qui croient détenir l'unique et absolue vérité. Je ne suis pas enclin à jouer le jeu de savoir qui a raison ou tort. L'échange des points de vue avec des esprits ouverts est la motivation de mes voyages. Je pense en termes de probabilité, de vrai ou de faux. Ma mort est probable, la vie éternelle de mon âme improbable. Je ne connais pas de vérité absolue. Courir le monde, c'est aller au-devant d'autres univers. Démontrer qu'il est possible de s'intégrer dans toutes les sociétés. Un monde fraternel et respectueux est envisageable. Avril 2000, je pars d'Anchorage. On me confond avec un hobo, un vagabond en quête de travail. On m'indique l'armée du salut. J'affectionne l'idée de vivre sur la route, qui est ma réponse du refus d'autorité et de l'ordre dicté. Envie de migration, comme le tropisme qui force le tournesol à se tourner vers le soleil. Un homme qui marche me dit « En Alaska, nous nous isolons pour le rester ». C'est Alfred, 50 ans, qui a construit une cabane dans la forêt, lieu de silence et de solitude. Je croise une ville fantôme, figée dans son passé, de chercheurs d'or. Je trouve une cabane vide. Je ne servirai pas de repas aux grizzlies. Il y a un seul habitant et la fièvre de l'or s'est évanouie. Bill est passionné d'armes à feu, il parle de chasse. Je suis au début de la route panaméricaine, la plus longue route du monde. Le froid enraye mes muscles. Dans un village, je commande un café pour me réchauffer. Les saloons enfumés sont comme a décrit le romancier Jack London. Alaska vient de l'Aleut Alyeska, grand pays. Je ressens la misère d'être sur la route. Personne ne se doute de mon intention de relier en courant les deux extrémités du continent américain. La route fut construite il y a 60 ans à la vitesse de 8 miles par jour pour un usage militaire. Miles 75 d'une camionnette me propose de monter à bord. L'isolement crée des liens intenses entre les gens installés le long de la route. Ils mènent une vie éprouvante. Dans leur état désuni, ils parlent des 48 d'en bas, en évoquant la mère patrie. Une nation bâtie par des immigrants en quête d'une vie meilleure, une vie plus abondante, une vie spirituelle plus élevée, dit la Bible. Seul pays qualifié de rêve américain. 714 chaînes à la télé. Publicité, hémoglobine. Une diffusant que de la publicité, une autre que de la météo. Je déguste de la viande de caribou. Ici, la chasse fait partie de l'existence et tout le monde est armé. Les Inuits étaient les premiers habitants et le gibier ne manque jamais. Monsieur Weiss confond le mur de Berlin avec la muraille de Chine. Le matin, tire à la carabine, comme d'autres font du jogging. L'Alaska est grand comme 3 fois la France.
Riche, Madame Weiss me donne 30 $, geste maternel de cette personne remplie de bonté, et me recommande à des amis sur la route. Jusqu'à la frontière du Canada, une chaîne de solidarité se crée pour m'héberger. Je serai reçu comme un ami. Un monde de bienveillance m'ouvre ses portes. Sur la route à 20 mètres, une peluche de 2 mètres de haut. C'est un grizzly, et il n'est pas empaillé. L'ours attend sans bouger, je reste immobile. L'ours court à 50 km/h. Conserver son calme et sa patience. L'ours remue la tête, il est nerveux. Je n'ose pas m'allonger et feindre la mort. Il s'éloigne en dandinant. La route se fait aimer et désirer pour ce qu'elle est, et non pour la destination où elle conduit. Je me repose dans une cabane, tu es chez toi si la solitude ne te fait pas peur. Enfant, j'aimais admirer les atlas. Des lignes rouges sillonnaient les continents, les routes principales. J'ai relié en courant cette merveilleuse terre avec un esprit de paix et d'amitié. J'ai fait le tour du monde à pied. Les écoles devraient enseigner l'histoire des religions, évolution des systèmes de croyances humaines. Chaque croyant situerait sa propre foi. Cela développerait la tolérance. Une image plus complète serait une amélioration. Il y a 30 000 ans, l'Amérique se peupla durant la période glaciaire par le détroit de Bering. En 22 000, moins 22 000 au Canada, en moins 21 000 au Mexique et en moins 18 000 au Pérou. Il fait froid. Je m'endors en observant la voûte céleste. Le doute s'installe avec les distances à parcourir. Il est aisé de sortir du pays. Le douanier est ravi. Je suis au Canada en juin. La vie est un départ, un éternel déracinement vers l'ailleurs, une errance. La route est silencieuse. Des Inuits mendient, le regard absent. Sa culture est fondée sur la migration, il ne bouge plus, et sur le rapport intime avec la nature. Ils ont 45 ans d'espérance de vie. Ils revendiquent la propriété de la terre de leurs ancêtres. Blancs et aborigènes, natifs, ne se mélangent pas. Je me dirige vers un centre d'accueil. William et Catherine Booth ont fondé l'armée du salut à Londres en 1865, révolte devant les conditions misérables des prolétaires. Il y a des centres dans 100 pays. Être avec les plus pauvres est enrichissant. Je me suis habitué à être un imposteur. Traité en repris de justice, mes épaules sont déchirées par le sac. La soupe n'a rien d'une soupe. La douche est obligatoire. Un Indien, William, ne veut pas changer la société mais refuse de la subir. Il dit être en rupture avec la société bien ordonnée. Les hommes blancs ont inventé les frontières et aussi les races. Où sont les Indiens de mon enfance? Prince George est un lieu où on s'ennuie. Il paraît qu'on y replie les trottoirs à 21h. Les soirées sont dominées par les 3 B. Billard, bière, baston. Le chômage est un fléau. Je rencontre un Français, Ludovic, il est bûcheron et termine une saison de coupe. Son camion est sa maison. Vancouver est à 60 litres de sueur, soit 777 km vers le sud. La route est un lit qui change d'aspect chaque nuit. Je rencontre Christina, ancienne droguée qui a trouvé la foi en Dieu. Une indienne confond la France et l'Espagne. C'est l'institutrice de la réserve. Il y a 2300 camps comme celui-ci dans l'ouest du Canada. La station-service est un lieu de ralliement où viennent se ravitailler les fermiers. Je rêve de caravansérails oubliés sur la route de la soie. Une mère Teresa locale nourrit son peuple à l'aide d'un petit chariot ambulant en plein centre de Vancouver. Des drogués vivent dans le centre et évoquent les drogues qu'ils connaissent comme des érudits à thèse. Une fois j'ai testé la drogue comme le fou inconscient que j'étais. Mon esprit a court-circuité et ma vue trouble. Effet du LSD, j'ai perdu le contrôle du temps. Cette expérience fut purement négative. Résultat du désœuvrement et de l'absence de responsabilité. Être libre sans discipline, c'est l'enfer jusqu'au seuil du non-retour. Rentrer à nouveau aux USA est une affaire de patience. Ils veulent savoir ce que je viens faire sans bagage ni véhicule. Pays où le dollar est le seul monothéisme reconnu par les autorités. En échange d'une photo, on m'offre une paire de chaussures, de course.
La presse locale est convoquée. Un univers de consommation me souhaite la bienvenue. On m'offre des cartes de visite qui excluent la visite à domicile. Luna Park déglingué et tonitruant. Sur les routes forestières, je retrouve les joies de la contemplation, le sacrement du silence. Je trouve de l'eau chez les pompiers. Seattle tire son nom du chef indien Seals, témoin de l'arrivée des premiers colons et explorateurs comme George Vancouver en 1792. Le journal consacre un article à ma traversée. Ici vit Bill Gates, mais on peut vivre à un niveau planétaire sans argent, j'en suis la preuve. Le cow-boy roule en Buick. Je me renseigne où dormir dans le supermarché, le gérant m'invite. Il a fait l'Irak et il était dans un corps d'élite. Marc s'intéresse à l'aspect physique de ma longue route, de ma longue course. Il pourrait venir avec moi grâce à son entraînement. Pour lui, la douleur n'est que de la faiblesse qui quitte le corps. C'est au commando à faire le sale boulot. L'armée bosse dans les normes. Il dit affirmatif ou négatif quand il répond. Il boit jusqu'à la cuite et l'oubli de soi, seuil de l'ivresse. Les guerres sont économiques aujourd'hui. En partant, le militaire lui offre une médaille du mérite. J'ai remarqué que les fleurs poussent dans les jardins des gens aimables. Les fleurs sont un excellent indice de sympathie. Il y a toujours un prêtre pour m'accueillir ou un fermier qui met sa grange à ma disposition. C'est l'Amérique de Kerouac et de la Beat Generation. Les Américains sont sur les routes comme des oies sauvages. Le supermarché local est l'endroit idéal pour les rencontres. Je bois ma bière dissimulée dans un emballage en papier. Je prends de l'eau dans les toilettes des stations-service ou les bistrots, les fontaines. Je bois jusqu'à 25 litres par jour, comme dans le désert de Sonora au Mexique. Demander l'eau est un moyen d'entrer en contact avec les habitants. Les Mormons attendent la fin du monde annoncée pour bientôt. Je croise des vélos suréquipés qui traversent le pays. Un boîtier à ultrasons repousse les chiens. Une arme toujours, une arme silencieuse et indolore. J'aime l'Amérique profonde. Une communauté désigne un village, une Amérique où l'on chouchoute sa voiture et tond son gazon. Le Golden Gate m'ouvre les portes de San Francisco. Je cours sur la piste cyclable, retour à la culture hippie, ville sainte des beatniks qui cèdent la place aux hippies, autre mouvement contestataire. Les restaurants gratuits ont laissé la place aux boutiques. Perry est un vétéran du Flower Power, du temps où 60 000 jeunes vivaient n'importe comment et s'en moquaient. Ils étaient contents d'être ensemble. Ils dansaient et offraient des fleurs aux passants. Sur une affiche, si quelqu'un demande à voir le patron, répond-lui le patron, c'est toi. Les haut-parleurs proclamaient « Si tu vois un type qui ne sourit pas, c'est un flic ». Les filles dansaient nues. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Liberté de vivre à sa guise et de ne rien faire. Liberté de refuser les contraintes. Puis sur la côte est, Woodstock, l'amour était plus fort que la faim. Paix et recherche de vie mystique. L'Amérique est un cancer qui dévore l'humanité. Aujourd'hui, c'est matérialisme et affairisme. Tout est ici queen size. On aperçoit l'île aux pélicans, Alcatraz, en espagnol déformé. Maurice, un Français, fait la même route à bicyclette. La Silicon Valley est un paradis pour milliardaires et génies de l'informatique. Maurice est marathonien aussi et cuisine. Il s'exerce en mercenaire comme cuisinier, au gré des besoins financiers. Nous allons dans une auberge jeunesse ou un camping, une mission chrétienne de sans-logis parmi les homeless. Terre natale de John Steinbeck, la vallée de Salinas et ses arbres fruitiers, raisins de la colère à l'est d'Éden. La terre respire l'opulence. J'ai fait des conférences dans des prisons françaises pour apporter un peu d'évasion aux détenus. Maurice me quitte, ma vie est faite d'éternel au revoir. Mais mon âme se nourrit de découvertes et de rencontres. Les clochards me disent où se trouve l'armée du salut et ainsi dormir au chaud gratuitement. Dans les villes américaines, pas besoin de boussole pour s'orienter. Les portes ouvrent à 7 heures du soir. Il y a les errants, les mendiants, les paumés, les désespérés, les renonçants et les expulsés. On peut être tout à la fois. Vivre parmi les laissés pour compte, nul ne fait attention à moi.
pas d'éclairage, difficile de faire pipi. Reprendre la route, le goudron est un leitmotiv infernal, rythmant chaque instant de ma vie. Le soleil brille et cela me remplit d'allégresse. J'ai des douleurs aux épaules qu'une nuit de repos va apaiser. Je suis un itinérant de plus échoué par ici. Je décide de passer quelques heures à la bibliothèque publique. Je demande à des gens où elle se trouve, mais ils ont peur. J'oublie ma lecture et me dirige vers le sud. Il fait 40 degrés. Je vais vers Sequoia Park, cette forêt des géants dont la nuit conserve le mystère. Le parc est clos et je passe la barrière, puis m'affale au pied d'un géant. Au réveil, je découvre la beauté des lieux. Je fais 1m73 et je suis grand comme un pois chiche face aux 84 mètres de haut de cet arbre de 3000 ans. Los Angeles m'attire de loin. Le nuage de pollution est visible à 100 km. C'est une non-ville habitée par des non-habitants. Le danger est présent. Des lames de couteau strient l'obscurité. Les haines raciales sont présentes. La violence est la constante de l'histoire de l'Amérique. Dans mon tour du monde, le maire de Los Angeles m'avait accueilli avec la télévision et je reçus les clés de la ville. Aujourd'hui, non, je suis parmi les parias. Se méfier des pèlerinages, on ne retrouve que rarement les sensations connues. La Californie, c'est un peu la fin du monde, l'essence de l'apocalypse. Le Mexique, démarcation entre le nord et le sud, riche et pauvre. Les passeports ne sont pas contrôlés à la sortie. Je ne parle pas espagnol et deviens causant comme une carpe congelée. La langue est un obstacle, mais je maîtrise la langue du sourire. Tijuana est une voie de garage, un cul-de-sac sur la route qui mène au rêve américain. Il y a un mur de 3400 km jusqu'au Texas. Ce n'est pas le mur de la honte. Il n'y a pas de nom à 1 million de dollars le mille. 70 terrains de golf à San Diego, rue Sale à Tijuana. Des chiens crevés dans les caniveaux, contraste surréaliste avec la misère. Bienvenue dans le tiers-monde. Absence de loi et village de cerfs. Musique de rue, le désert est là, tout proche. Il fait 44 degrés. Ici, on se fait justice soi-même. Je reviens sur les traces de mon tour du monde. Il y a 10 ans, sauce piquante, on mange à bas prix. Ma résistance électrique plongée dans l'eau me prépare le riz, les pâtes ou la soupe. Suffit une prise au pied d'un mur, dans les toilettes d'une station ou chez les pompiers, même au commissariat. Ces petits plats contribuent à ma liberté, n'étant pas dépendant des restaurants pour touristes. Au Mexique, je redécouvre le bonheur des choses simples, la joie du bruit des vagues. Miguel désire m'enseigner le sens de l'existence et prétend que les grandes vérités sont écrites dans la Bible. L'appel de la route se fait pressant. Un prêtre m'accueille dans l'enceinte d'une église. Je déroule mon sac de couchage. Un gecko partage ma chambre. La fatigue exacerbe les mauvais instincts enfouis en moi. Le thermomètre frôle les 50 degrés Celsius. Les climatisations m'enrhument. Dans une boutique, le froid est glacé. Je tousse comme un vieillard tuberculeux. Des chiens sont écrasés sur la route et les accidents sont nombreux. Ruban d'asphalte de la route panaméricaine. La chaleur colle à la peau. Le ciel est toujours bleu. La route m'enivre. Les églises constituent de bons refuges. Je transporte des photos prises en voyage, excellent moyen de partager les bonnes expériences. J'apporte de l'évasion aux gens qui ont la gentillesse de m'ouvrir leurs portes le temps d'un café. Je fais connaissance avec la confrérie des routiers que je rencontre dans les estaminets. Je m'arrête dans toutes les auberges de route. Une communauté franciscaine m'accueille. C'est un ordre mendiant fondé par saint François d'Assise en vue de prêcher l'évangile par la pauvreté. La chambre ressemble à des oubliettes d'un château médiéval. L'idée de pauvreté m'a toujours séduit. Vivre sans possession matérielle est la grande aventure qui reste à vivre. C'est en pauvre que j'aimerais conquérir le monde. Vivre pauvre mais pas indigent, avec l'amour pour seule puissance. Renoncer aux foutaises de ce monde. En Occident, on ne comprend pas le concept de l'illumination et de la sagesse. Je rencontre Jeff, qui a traversé la France à pied. Il a fui ce supermarché déglingué que sont les USA. Il dormait en France sous les arbres et mangeait du couscous préparé selon la méthode des scouts.
au fond d'un sachet plastique, mélangez de l'eau froide à la semoule. Le mélange repose dans le sac dans la journée et le soir, le couscous moelleux était prêt. Apprendre à vivre avec les cafards, on finit par les aimer, ces braves bêtes inoffensives. Les villes sont distantes de 50 km. Il manque 40 cm au banc pour allonger mes jambes sur la place. J'enduis ma peau de lotion contre les moustiques et leur voracité. Des journalistes et la télévision débarquent. Mon quart d'heure de gloire a sonné. Beaucoup de cyclos sur la route, ils sont du monde entier. Choix de rester libre dans un voyage non standardisé. Je n'apprécie guère l'esprit grégaire des guides. Les manuels banalisent la route. Mes jambes sont mon meilleur guidebook. Aucune route dans la jungle du Panama, 150 km. La peur est une entité volatile qui va et qui vient selon les états d'âme. Je caillasse des chiens qui m'attaquent. La route est bordée de poteaux télégraphiques en bois. Je parcours 30 km et je m'accorde une heure d'arrêt. Étape de 62 km. Je suis passé maître dans l'art de dormir quelque part en déroulant mon sac de couchage. J'organise mes étapes au gré de mes envies. Le calme est l'ingrédient prioritaire dans mes choix d'étapes. Mon sac de couchage me sert de matelas. Tropique du cancer. Beaucoup de gens envient l'esprit de liberté qui anime le moteur de mes jambes. Ils rêvent de la vie qu'ils n'ont point eue. Ma liberté commence là où celle des autres s'arrête. Je poursuis mon travail d'avaleur de bitume. Près d'un aéroport, je pense à Istanbul que j'adore. J'achète des soupes déshydratées. Les patrouilles de police m'arrêtent pour me contrôler, rien de bien méchant. Après une photo, je repars. On me demande si j'aime le pays. Je réponds en espéranto, une main sur le cœur en baissant la tête. Journée de repos avec coiffeur. Mon statut d'Européen m'épargne bien des soucis. Je rencontre un ancien travailleur de la Californie qui a bâti sa maison et a acheté un 4x4 Ford. Son émigration saisonnière fait vivre sa famille, 150 $ par jour dans les melons. Un péage barre la route, je continue. Je découvre une enseigne Carrefour, ce temple de la consommation, et cela me dégoûte. Je commence mes étapes à 5 h du matin. Le Mexique me fascine. L'un des pays les plus hospitaliers. La nourriture est succulente et la température monte à 49 degrés. Le guacamole est savoureux. À Mexico, vous suffoquez en arrivant en courant dans la ville la plus polluée de la planète. L'atteindre est un calvaire. Le centre est à 40 km. Je me rends au consulat de France. Le consul dira qu'il n'est pas un office de tourisme. Et la porte se referma. Sur cette terre, la violence doit être l'essence immanente. Mieux vaut la violence que la lâcheté, a dit Gandhi avant qu'on ne l'assassine. Apprendre à vivre en paix. Ce qui m'importe, c'est que la nuit soit tranquille. Les Mexicains sont des gens généreux et hospitaliers. Je veux tout voir, tout connaître. Je suis le long fleuve du macadam. Le Guatemala est pour moi le mi-parcours de ma course. Dormir est chaque soir un jeu de piste à travers les ruelles. Les quartiers populaires respirent la vraie vie. Mon instinct me guide. Aucun monument n'a survécu au dernier tremblement de terre à Guatemala City. Cette capitale peut se targuer de n'avoir aucun monument à offrir à ses visiteurs. Mon premier hôtel depuis l'Alaska où séjourna Fidel Castro et le Che Guevara. Chambre numéro 21 au prix de 6 $. Le voyage est une succession de rencontres inattendues qui façonnent le voyage et lui donnent corps. Succession de cafés bu en compagnie d'inconnus. Sortir de San Salvador à pied, c'est s'approcher au plus près de la pauvreté. La nonchalance des habitants me rappelle l'Inde. 31 décembre 2000. Puerto Parada, un séisme va bientôt frapper l'endroit, 6,6 à l'échelle de Richter. Le détroit de Panama qui épargne 12 666 km en empruntant l'isthme au lieu du Cap Horn. En 1928, l'anglais Richard Burton paya 36 cents pour la traversée à la nage. La ville de Panama a des faussaires de Monte-Carlo. Je suis attaqué par 2 noirs, je suis sur le pavé. Ils me volent 55 $, ils ont un couteau. Après 140 pays sans problème, ce n'est pas cher payé.
Je fais une déposition à la police. Ce vol a rompu la confiance qui exalte tant le hasard de mes jours. Je vais désormais porter un autre regard sur les gens. Absence de route dans la jungle, en route avec une barque à moteur. Mon guide me laisse tomber. Dans une expédition en groupe, il est bon de respecter les décisions prises dans un commun accord. Nous retournons. À pied, je mettrai 5 jours, 30 km chaque fois, sur un sentier humide. La nuit, c'est le règne des insectes. Je cours le monde non pour répandre la paix, mais pour me rapprocher de son concept. Plus les épreuves sont difficiles, plus je renoue avec mes origines de mammifère à forme humaine. Je joue le jeu de la clochardisation. Les frusques du vagabond sont la clé de la liberté et de la paix. Je franchis la ligne de l'équateur en courant. Quito est à 2850 mètres d'altitude. Le coca t'aide à supporter les affres de l'existence. La route traverse le relief des Andes. On s'étonne de me voir passer en courant. J'éprouve mes limites. Je les dépasse pour m'offrir tout entier à l'existence. Les touristes portent leur guide serré contre leur cœur tel un missel béni. Dans la chambre, avoir le cafard prend tout son sens. Je poursuis ma dégringolade vers le sud. À 4000 mètres d'altitude, j'ai une tempête de grêle. Pas de panneau, je fais pile ou face. Des chambres à $2. J'écris pendant mes pauses. Je noue des contacts familiers avec les gens de la rue. Lima, 1294 km. La route s'enfonce dans un paysage minéral. L'orage gronde. 87 km de course. Je suis épuisé et m'endors. Les enfants sont toujours intéressés par le voyageur qui passe. L'asphalte me fait du bien. Des Français ont un cybercafé au Pérou. Sandrine de Nice qui a quitté sa Côte d'Usure natale pour le bout du monde. Elle voue une existence libertaire. Dormir sur une dalle de ciment ne me rebute point. Je suis parfaitement équipé pour les nuits sur le sol dur. Pourquoi je fais cela ? Je réponds l'aventure et laisse germer dans l'imagination de chacun. Un iguane me regarde passer en courant immobile. Ma première évasion était de courir de Paris à Bruxelles. Mes séances de revoir avec mes nouveaux amis sont toujours brèves. À Lima, 3 types cherchent à me dépouiller. Le voyage permet des liaisons impensables pour des voisins de palier. Je bifurque sur la carretera centrale et monte un col à 4800 mètres. Le paysage est d'une étrange beauté. Le calme me plonge dans un état méditatif. Les Andes ne sont pas teintées du mysticisme de l'Himalaya. Beaucoup d'accidents sur les routes. Je parcours les rails de la ligne ferroviaire. Je compare la corruption des États à des cancers. Je perds mes repères en ville et risque souvent de me faire écraser. Mon mutisme exacerbe mon état d'observation. Stupéfaction d'apprendre mon parcours et les gens regrettent de m'avoir importuné. Les Incas ont construit un vaste réseau de routes. Hiram Bingham a découvert accidentellement le Machu Picchu à 2800 mètres, la vieille montagne en quechua. L'UNESCO contribue au maintien de la paix par l'éducation et la culture pour assurer le respect universel sans distinction. En Bolivie, la police m'amène dans un hôtel à $200. Je décide d'attendre avant de partir. Se faire voler ici ou tuer dehors. Au Pérou, la paz veut dire la paix. Sur les routes où les policiers sont hors la loi, il vaut mieux avoir la tête pleine de ficelles à malice. Être un gringo, c'est devoir une partie de son portefeuille au pays d'accueil. Des faux policiers recherchent des faux dollars et vous prennent votre portefeuille. Les fermetures de mon sac sont doublées d'un velcro. Le voyageur isolé est une victime idéale. Je rencontre Mélissa qui possède des verrous rouillés aux commissures les lèvres. Peu diserte, elle s'esquisse sourire. Une ceinture habillée est préférable qu'un porte-monnaie. Il n'y a pas de péché sous la ligne de l'équateur. Chante le Brésilien Caetano Veloso. Le volcan Sayama est le pic le plus élevé de la cordillère occidentale, 6500 mètres, derrière le glacier Aconcagua, 7000 mètres. La beauté des paysages est à couper le souffle et l'air est rare.
boire du thé aux familles de coca, aux feuilles de coca. Je dors quelquefois dans les cellules de prison, c'est l'endroit le plus sûr. Je savoure les descentes en roue libre, les camions klaxonnent, ma manière de voyager est la plus libre faisant, fi de toute organisation. J'ai volontairement choisi d'être inorganisé. Chaque mètre parcouru est une découverte. J'apprends la connaissance, le respect et la tolérance. C'est formidable la vie quand on sait s'en servir. Elle est encore plus belle quand on la vit soi-même. Je me déplace comme un moine vagabond. J'ai remarqué que les plus beaux endroits sont ceux où la pierre est bonne. Amertume des adieux de quitter des nouveaux amis. Au Paraguay, tous les commerces sont possibles. Nous avons une totale protection de la police. Les commissariats sont mes hôtels particuliers, gratuits et sûrs. Je vais régulièrement à l'Alliance française, mes vêtements sont propres, ma démarche droite, tout ce qui peut signifier que je ne suis ni un clochard ni un ivrogne. Je dors dans des gymnases, des mairies ou dans des églises. L'effort d'une étape à 67 km. Je ressens un désir d'anarchie, façon de vivre liée à l'éthique libertaire. J'ai besoin de 2 jours pour sortir de la mégalopole Buenos Aires. À Bahia, dernière ligne droite, Ushuaia, 2800 km. Les gens me confient que les temps sont durs, qu'ils gagnent peu d'argent, mais bien assez pour vivre. La Patagonie est une terre de grands espaces. Les Argentins sont des gens aimables qui rendent service. Un vent permanent me barre la route à chaque étape. Les arbres poussent à l'oblique. Accepter la défaite est une forme de victoire. Les Anglais étaient trop forts, Malouine. Je suis au détroit de Magellan et l'unique piéton, la terre de feu. En 1520, Magellan découvre une baie inconnue. 13 paires de chaussures et 27 cordonniers, 24 127 km. Petite arrivée anonyme, mon sac à dos me sert d'oreiller et une ceinture le tient relié à mon poignet. On me vole mes dernières chaussures en me laissant des tongs à 2 $. Me voilà va-nu-pied, roi de l'asphalte, dégringolé de son trône. Toutes les capitales du continent américain ont tenté de singer le gigantisme de New York. Mais seul le gigantisme du bidonville leur réussit. À New York, je vais en pèlerinage à l'endroit où a été tué John Lennon par son fan David Chapman, angle de la 72e rue et de la 8e avenue. Je suis un aventurier, la mort est une compagne infidèle. Elle s'est approchée quelquefois sur cette route. Me frôler puis s'en aller. Je repense au quetzal, l'oiseau emblématique du Guatemala, Quetzal. Le seul volatile qui meurt que lorsque l'on met en cage. Merci à tous de m'avoir ouvert votre porte, inconnu que j'étais. Merci aux éditions pour la confiance et la chance de m'avoir laissé écrire ce fabuleux voyage. Merci.